On va maintenant passer la parole à notre dernier intervenant et pas des moindres, Monsieur Ramad, donc professeur émérite d'écologie et de zoologie. Il a notamment été l'un des pères de l'écotoxicologie, de la biologie, de la conservation. On peut d'ailleurs renvoyer à un de ses nombreux livres qui s'intitule Écologie de la conservation, la protection de la nature pour une humanité durable. Il est auteur de plus de 200 publications scientifiques et une des figures majeures de l'écologie. Mais il n'a jamais hésité à partager son savoir avec le monde associatif, qui lui doit énormément, et c'est encore le cas aujourd'hui. Monsieur Ramad, je vous laisse la parole et je vous laisse partager votre écran pour votre présentation, si ça vous va. Avant de commencer, je rappellerai qu'en dehors de mes activités scientifiques, j'ai eu toujours une activité dans le domaine de la conservation en France, puisque je suis président d'honneur de la FNE, à l'époque Fédération française des sociétés de protection de la nature, et de la SNPN. Et en tant qu'écologue, je suis aussi président d'honneur de la Société française d'écologie qui réunit l'ensemble des chercheurs francophones dans le domaine de la science écologique. Alors, mon souci, c'est évidemment, et le vôtre, le problème général de la conservation des écosystèmes forestiers en France, puisqu'il a été rappelé déjà que la forêt française brillait par la très faible surface qui est, disons, en réserve significative en matière de protection de ces habitats et de leur des habitats et de leur biodiversité. Alors, je rappellerai, et cela a été déjà précisé, qu'il existe relativement peu de forêts reliques méditerranéennes. En ce qui concerne dans la prouesse écologique méditerranéenne, dans laquelle se trouvent nos provinces méridionales, ces dernières correspondent en première approximation à l'aire biogéographique de l'olivier, ce qui est valable, ce qui définit d'ailleurs l'ensemble du bassin méditerranéen. Et il y existe très peu de hêtraies méditerranéennes, lesquelles sont des vestiges dits vurmiens, car ils correspondent aux forêts caducifoliées qui ont recouvert la partie méditerranéenne on peut dire la Méditerranée du Nord même, à la fin de la dernière glaciation. C'est en gros depuis environ 16 000 ans. Et ce sont les forêts de la Sainte-Baume, de Valbonne et de la Massane dans les Pyrénées-Orientales. La forêt domaniale de la Sainte-Baume couvre 2074 hectares, mais seulement 130 hectares de hêtraies qui sont en réserve biologique intégrale depuis déjà pas mal de décennies. Cliché suivant. D'autre part, vous avez des clichés ici sommaires de la hêtraie de la Massane et de Valbonne. La réserve naturelle nationale de la Massane couvre 336 hectares et celle de Valbonne, la forêt domaniale de Valbonne, de 1382 hectares. Il a été aussi indiqué qu'elle est incluse dans une aire de protection spéciale Natura 2000 qui fait un peu plus de 5000 hectares, si ma mémoire est bonne. Il importe donc de renforcer de façon très robuste le statut de conservation des forêts reliques. En effet, on constate que les écosystèmes forestiers de l'ensemble de notre pays, peu ou pas modifiés par l'homme, ne bénéficient pas en règle générale du plus haut niveau de protection, conformément à celui défini par la classification de l'UICN pour les Nations Unies des aires protégées. Enfin, n'en déplaise aux exploitants de la production ligneuse, il est de la plus haute importance de laisser retourner à leur naturalité un ensemble d'habitats forestiers qui doivent servir de témoins par suite de leur importance sur le plan scientifique, mais aussi pour la conservation de la naturalité des divers types d'habitats forestiers et de leur biodiversité, et ainsi que cela a été précisé
par les précédents intervenants dans le contexte actuel qui surajoute de la difficulté, qui est celui du changement climatique. Alors, on oublie souvent que la France, en tant qu'État et nation, est engagée juridiquement d'un ensemble de conservation, plutôt de conventions nationales relatives à la conservation, qu'elle a elle-même intégré parfois dans ses propres lois, mais de façon générale, elle a entériné toute une série de conventions internationales qui nous engagent pour la préservation de la biodiversité. Et entre autres, la France a été même, dans les années 60, à l'origine de la classification des aires protégées établie par l'UICN ultérieurement pour les Nations Unies. Quelles sont ces catégories de l'UICN relativement aux aires protégées? On a d'abord les réserves naturelles strictes, sont elles qui offrent le plus haut degré de protection, avec la distinction entre réserves naturelles intégrales dans lesquelles l'accès est réservé aux seuls scientifiques pour des recherches spécifiques, et les zones de nature sauvage dans lesquelles l'accès est quand même extrêmement réglementé pour le public. Enfin, on a par ailleurs les parcs nationaux qui, eux, sont, entre autres, pour leur destination et leur vocation d'être ouverts au tourisme. Les aires les monuments naturels qui sont à certains égards plutôt identiques dans leur statut aux parcs nationaux, mais dont la surface est plus faible. Les aires de gestion des habitats ou de la biodiversité qui correspondent à l'ensemble des réserves naturelles telles qu'on les rencontre en France. Les aires de paysages terrestres ou marins protégés qui correspondent à nos parcs naturels régionaux. Et enfin, au dernier degré du statut de conservation, les zones de gestion de ressources naturelles protégées, en gros, sont des aires dans lesquelles on exploite les ressources naturelles, mais en respectant justement des quotas destinés à limiter la dégradation de la ressource afin qu'elle soit d'une utilisation durable. Alors, dans les réserves naturelles strictes relativement au patrimoine forestier, je rappellerai qu'en France, il en existe quelques-unes, la plus grande d'entre elles étant la réserve naturelle de Camargue, créée par la SNPN, la Société nationale de protection de la nature, en 1927, et qui effectivement n'est ouverte qu'aux scientifiques, et elle couvre, disons, plus de 13 000 hectares, en réalité autour de 21 000 actuellement avec ce que gère la SNPN dans le cadre du conservatoire. Ici, vous avez au centre de la réserve un boisement de genévriers et de phénicie arborescents qui est plus que millénaire, avec des arbres qui peuvent atteindre un tronc de plus de 50 cm de diamètre. Alors, je n'ai pas malheureusement de cliché de forêt relique prise dans un parc national français à la limite supérieure de l'étage subalpin. Ici, c'est une forêt relique de Pins-en-Bros, sans doute une des plus vieilles d'Europe, à la limite supérieure du parc national suisse. Ensuite, nous avons les réserves naturelles nationales qui rentrent en France dans la catégorie 4, aires de gestion d'habitat et ou de la biodiversité. Autrefois, c'était ce qu'on appelait les réserves naturelles particulières dans l'ancienne terminologie de l'UICN au début des années 60. Il s'agissait de réserves naturelles où soit une végétation pouvant être forestière était protégée, mais où la chasse était permise. À l'opposé, on rencontrait des réserves strictes de chasse, mais où l'exploitation des forêts et le pâturage étaient autorisés. Nous avons après la catégorie 5,
qui est sont les aires de paysages naturels protégés. Et je rappellerai qu'en date récente, à la fin des années 2010, a été créé le parc naturel régional de la Sainte-Baume, qui occupe une vaste surface et dans lequel on rencontre des zones forestières en dehors de la forêt domaniale. Ici, vous avez un boisement mixte, en fait, de chênes pubescents et de pins sylvestres dans la partie orientale de la forêt des Béguines qui fait suite à la forêt domaniale de Hêtres. Alors, que peut-on conclure? Eh bien, c'est qu'une analyse même rapide de l'état de protection des forêts de valeur patrimoniale en France montre que nous nous situons très bas parmi les pays de l'OCDE pour les mesures de conservation propres à ces écosystèmes. En conséquence, et cela a été déjà dit précisé, nos forêts ont subi une perte de naturalité calamiteuse au cours du dernier siècle. Certes, la surface forestière a augmenté depuis, disons, le milieu du 19e siècle, quand on a commencé à utiliser d'autres sources d'énergie que le bois. Je rappellerai qu'aux alentours de 1850, la forêt couvrait en France moins de 7 millions d'hectares, alors qu'à l'heure actuelle, on peut considérer qu'elle est autour de 18 millions d'hectares, lesquels renferment plus des plantations d'arbres, en particulier de conifères, que des forêts prises au sens écosystémique du terme. Néanmoins, la majorité de ces forêts sont des forêts jeunes ou des forêts qui sont reconstituées parfois à partir de l'abandon, de la déprise rurale. Mais en revanche, le nombre d'écosystèmes forestiers encore peu modifiés par l'homme et surtout les surfaces couvertes sont très faibles. Et on constate qu'à l'heure actuelle, dans la forêt existante, les pratiques d'exploitation des forêts, de gestion, c'est le terme euphémique trop souvent utilisé, conduisent à une surexploitation des forêts et surtout une exploitation qui est essentiellement anti-écologique. De plus, les modalités d'exploitation des forêts françaises ne respectent pas toujours, voire rarement, les réglementations liées à des conventions internationales que notre pays a entérinées. Je rappellerai qu'on assiste à des coupes intempestives dans des sites Natura 2000 et même au-delà, comme cela s'est récemment observé dans la forêt de Valbonne, et cela pour produire du bois énergie. Je rappellerai à ceux qui sont partisans d'une transition énergétique incontrôlée que le recours au bois pour combler les déficits de l'abandon de notre source d'énergie s'avérera calamiteux parce que nous risquons de retomber dans des pratiques qui consistent à transformer les forêts en champs d'arbres, comme on a des plantations de petits pois ou de haricots, c'est-à-dire quelque chose qui n'a de forêt que le nom. De même, le gestionnaire public des forêts périurbaines procède actuellement à des coupes rases dans ces dernières. Et nous avons nous-mêmes, avec un ministère, dû intervenir pour ce qui se passe en matière de coupe blanche dans des forêts périurbaines de la région parisienne. Il s'impose donc que les autorités gouvernementales concernées établissent d'une part un plan d'urgence pour la création d'un nombre et d'une surface significative d'aires protégées forestières, mais aussi mettre en vigueur ce plan dans les plus brefs délais. Suivant. Alors, en conclusion et recommandation, nous précisons qu'il s'impose de mettre à présent sous le statut de réserve naturelle stricte
toutes les forêts reliques du territoire métropolitain, c'est-à-dire qu'elles rentrent dans la catégorie 1 de l'UICN Nations Unies. Secondo, il paraît indispensable que soient créés au moins 2 parcs nationaux de forêts de plaine de statut conforme au statut des parcs nationaux de l'UICN, c'est-à-dire des parcs nationaux dans lesquels les coupes sont strictement interdites, et en particulier afin que soit créé le parc national de la forêt de Fontainebleau, pour lequel, entre autres, des membres de la SNPN, dont le professeur Théodore Momono et moi-même avaient appelé déjà à la création il y a près de 30 ans, et que ces forêts de plaine bénéficient, je le répète pleinement du statut de l'UICN pour les aires protégées de catégorie 2. Enfin, il paraît incontournable que la France respecte ses engagements relatifs à la Convention de Rio sur la biodiversité. Cela implique que soit mis en réserve non exploité 10% de la surface forestière du territoire national, afin que nous soyons en conformité avec les prescriptions internationales, celles d'ailleurs de l'UICN et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, sur cette question. La théorie écologique démontre qu'il faut en moyenne mettre en réserve 10% de la surface d'un écosystème pour que soit protégé l'essentiel de sa biodiversité. Et l'UICN recommande 20%. Cette surface est en réalité la valeur minimale pour la préservation des habitats naturels, permettant d'assurer celle de leur biodiversité dans le long terme pour les générations futures. Il est beaucoup plus tard qu'il ne pense, et je rappelle que si l'on veut être soucieux de préserver la diversité de la nature pour le bien-être des générations futures, il est plus que jamais temps d'agir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ramad, pour cette présentation et d'avoir élargi un petit peu la thématique du webinaire. Patrick, est-ce qu'on a des questions dans la discussion pour Monsieur Ramad? On a une question de Pascal Jodon qui demande si les chaufferies à biomasse menacent à terme la forêt, s'il faudrait une traçabilité, par exemple, des combustibles et comment on pourrait harmoniser la transition énergétique et la protection des forêts, notamment les forêts climatiques anciennes. Merci Patrick. Je pense que c'est une question qui sera peut-être un peu répondue dans la discussion qui suivra. On a la chance aujourd'hui d'avoir dans l'Assemblée Monsieur Jérémy Crespin, qui est de la Commission européenne chargée du réseau Natura 2000. Est-ce que Monsieur Crespin, vous souhaitez vous exprimer sur le sujet que nous traitons aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je me présente Jérémy Crespin, je travaille à l'unité protection de la nature à la DG Environnement. Donc juste pour vous préciser que la Commission européenne a une ambition importante avec la stratégie biodiversité et qu'on a cet objectif de 10% de protection stricte, et on va plus loin que la définition française qui est une protection forte. Donc on préconise la protection de 10% sans l'intervention humaine, et dans ce cadre aussi la protection des forêts anciennes. Donc on est en train de travailler avec les États membres pour établir des critères pour protéger ces forêts. Donc tout ça, c'est en complément de Natura 2000. Et la chose que je voudrais ajouter, c'est que dans Natura 2000, il y a une exigence importante qui est celle de la non-détérioration des habitats. Donc Natura 2000, ce n'est pas seulement des mesures de conservation contractuelles et des études d'incidence, il y a aussi cette exigence. Donc c'est quelque chose qu'on discute en ce moment. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu une question passer, je suppose que c'est par rapport aux 10%. À quelle échéance vous souhaitez, à quelle échéance sont vos objectifs de conservation? Alors, c'est une stratégie pour 2030. Donc, on travaille d'abord sur l'établissement des critères pour viser à avoir des objectifs de désignation pour l'horizon 2023-2024.
Donc, c'est quelque chose de volontaire, donc ce n'est pas une approche obligatoire. On engage les États membres à aller plus loin que Natura 2000. Et sur la base de ce qu'on aura obtenu avec cette approche volontaire, on décidera de mesures complémentaires. Merci beaucoup. Je vois... Je peux poser une question, pour profiter de poser une question. Allez-y, pas de souci. J'ai pas trouvé la main là, pour lever la main, en fait. Mais justement, en lien avec ce que disait Jérémy Crespin, en fait, je pense je voudrais juste mentionner deux choses. La politique aujourd'hui qui est effectivement dans les textes en fait, en train d'être mise en place et va tout à fait en faveur de ce qu'on est en train d'expliquer, avec deux nuances, à la fois en demandant 30% d'espaces protégés, notamment en EPNR et autres, en fait, ça on l'a, il n'y a pas de souci, en fait, mais c'est vrai que ça permet de mailler en fait, complètement le territoire européen. Et puis effectivement 10% de protection stricte. Alors, il y a déjà une discussion autour de comment on va déterminer en fait qu'est-ce qui est strict et qu'est-ce qui est fort, parce que vous l'avez noté, en fait, en France, on a déjà transformé quelque chose qui a été d'abord annoncé comme un objectif de 10% de pleine naturalité. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais ça n'a pas été bien forcément compris, y compris par les institutions, en l'occurrence françaises, qui se sont raccrochées à une protection forte qui est aujourd'hui un terme qui n'est pas défini et qui sera défini par décret. Et je pense qu'il y a besoin d'un débat pour savoir quels outils on met derrière. Est-ce que c'est que de la réserve intégrale, auquel cas j'arriverai au deuxième point que je voudrais aborder, mais ou est-ce qu'il y a d'autres choses, et à ce moment-là, effectivement, il va falloir le préciser et le mettre en débat, parce qu'aujourd'hui, les propriétaires forestiers, au-delà de se retourner vers l'ONF et de dire on va mettre 10% du domaine public en protection forte ou en protection stricte, une grande partie de l'enjeu, il va être en forêt privée, et avec des forestiers privés, il faut discuter, il faut leur faire comprendre des objectifs, il faut mettre en place des outils de paiement, éventuellement de services écosystémiques et autres, en fait, qui vont permettre que ça se devienne en fait réellement une réalité. Sinon, ça restera des mots et ça ne sera pas fait. Et puis le deuxième élément, par rapport au sujet qui nous lie là à Valbonne, il y a quelque chose dans la stratégie européenne qui est extrêmement intéressant, c'est effectivement cette focalisation sur ce qu'en anglo-saxon on appelle les old growth forests, donc les vieilles forêts, qui sont plutôt à l'est et plutôt au nord de l'Europe, pour celles qui sont de grande taille. Je voudrais juste mentionner qu'il ne faut pas oublier les petites et les endroits où effectivement il y a finalement relativement moins de focalisation sur ce sujet-là, et la Valbonne l'exprime, enfin le montre en fait. Il y a des petites zones, en Espagne, en France, en Italie, qui sont moins emblématiques des old growth forests européennes, et qui pourtant, soit en termes de conservation, soit même en termes de restauration, c'est-à-dire de donner la capacité de réensauvagement de ces zones-là, sont totalement, clairement, une chose qu'il faut promouvoir. Et ça, c'est vrai que ça demande de ne pas être oublié. En l'occurrence, je comprends qu'il y a une urgence à protéger des zones en Roumanie, en Slovaquie, dans les pays nordiques, c'est bien relativement mieux protégé. Mais il y a aussi une importance à l'ouest de l'Europe et au sud de l'Europe, en fait, de bien faire comprendre cet enjeu-là. Et c'est quand même pas aussi directement compris par tout le monde, y compris par les forestiers. Merci. Oui, Monsieur Ramad, je voudrais lui rappeler, car on vient d'évoquer un point important, je trouve assez ahurissant qu'en France, il y ait apparemment au niveau des pouvoirs publics ce débat pour savoir ce qu'est un statut fort de conservation. Je rappellerai, je l'ai fait déjà par le passé aux responsables de l'ex-ministère de l'Environnement, puis dit de l'écologie, que normalement notre pays est engagé dans la réglementation de l'UICN qu'il avait par le passé approuvée et qui, je le rappellerai, la réglementation actuelle a vraiment été développée dans les années 70 avec l'aide de grands scientifiques français qui étaient aussi dans l'UICN. Le professeur Brolière, rappelons-le, a été le dernier Français qui a présidé l'UICN au cours de son histoire, et que les aires de préservation intégrale
strictes selon le statut de l'UICN sont les réserves de catégorie 1. Et je trouve bizarroïde que dans notre pays, on crée des aires protégées depuis pas mal, quelques décennies sans se référer à ce statut. Cela conduit déjà à des désillusions. Je rappellerai que le parc national des Cévennes a été, il y a déjà une trentaine d'années, rétrogradé par l'UICN de la catégorie 2, celle des parcs nationaux, justement des statuts à haute conservation, vers la catégorie 5, c'est-à-dire les parcs naturels régionaux. Parce que dans un parc national, nous, on a défini une partie centrale, dont la partie centrale pour la France, on ne doit pas pratiquer l'agriculture, on ne doit pas pratiquer le pâturage, on ne doit pas pratiquer toute activité d'exploitation d'une ressource naturelle, quelle qu'elle soit. Je rappellerai que c'est aussi le cas des États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, un nommé Trump, dont vous avez dû entendre parler, avait décidé de rétablir les claims miniers dans les parcs nationaux américains. Qu'est-ce qu'un claims? Eh bien, c'est un groupe privé qui a fait des protections, qui a vu qu'il y avait un gisement métallifère et qui en aurait, en théorie, le droit d'exploitation, sauf que cela avait été révisé depuis longtemps et ne s'était jamais produit jusqu'à ce que cet ère humaine arrive au pouvoir. Merci Patrick, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions dans le chat, tu veux les relayer? Il y a une question pour Monsieur Crespin de l'Union européenne, pour Monsieur Crespin d'Olivier Weil qui demande si la PAC peut financer des particuliers en signant des ORE, obligations réelles environnementales, pour des parcelles de forêt en libre évolution. Donc question spécifique sur la PAC. Oui, c'est possible en fait. Il y a des mesures qui sont prévues pour ça, pour financer aussi des engagements forestiers. Après, ce n'est pas des engagements forestiers qui sont priorisés dans les programmes, mais effectivement, c'est un des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs, pour compenser les pertes des propriétaires forestiers. Donc ça, c'est très important. Notamment, il y a une mesure qui est prévue pour compenser pour des obligations, dans le cas d'obligations qui n'est pas mobilisée par la France, mais qui existe et qui pourrait être activée si besoin. Alors Julie demande si c'est déjà actif, ce genre de procédure. En fait, c'est une option qui est offerte à la France par le règlement européen, et après c'est à la France de décider si elle veut prendre ces options et ces financements dans son plan stratégique national. Et la Commission a un rôle d'approbation pour vérifier que les financements contribuent aussi à la réalisation des objectifs de biodiversité. Donc ça, c'est notre rôle. Alors ensuite, on a une question de Jacques de Genève qui demande si les 10% à réserver sur l'espace forestier méditerranéen concernent un type particulier de ces espaces, c'est-à-dire du maquis, de la garrigue, du taillis, des accrus. Voilà, ces 10% à réserver, quel type d'espace méditerranéen concerne-t-il exactement? Oui, je peux intervenir. Oui, Oui, oui. oui, oui. Alors, en réalité, il s'agit des 10% concernent très exactement 10% de chaque type d'écosystème. Alors, je rappellerai que selon la définition de l'ensemble des écologues à l'échelle qui va bien au-delà de l'Europe, les maquis, les garrigues, les taillis ne sont pas des écosystèmes forestiers. Un écosystème forestier est constitué comme ayant la structure d'un boisement fermé, c'est-à-dire où la couronne des arbres est jointive. Alors, on peut classer dans ces derniers des aboisements ouverts qui sont des forêts qui ont pu être coupées mais qui sont en cours de reconstitution, mais il y a un niveau minimum de couverture forestière au-delà de laquelle, pour les écologues, on n'est plus dans une forêt. Et quand on parle de garrigue ou de maquis, il s'agit
d'échelon intermédiaire de la succession écologique qui va du sol nu à la limite jusqu'à une forêt constituée. Quand nous parlons d'écosystèmes forestiers, je le répète, il s'agit de boisements fermés, en tout cas pour l'essentiel de leur structure. Et dans un maquis, dans une garrigue, il n'y a pas d'arbres, il y a une végétation buissonnante, arbustive et à la limite arborescente, c'est-à-dire des végétaux dont la taille est inférieure à 12 mètres. Hein? Tandis qu'une forêt est constituée par une végétation dominante arborée, c'est-à-dire des arbres dont des végétaux dont la taille est supérieure à 12 mètres. Voilà. Les maquis sont des arbustes, ce ne sont pas des arbres. Hein? 10% de chaque type d'écosystème. C'est ça le critère des écologues. Alors ensuite, on a une question de Frédéric Jacquemart qui demande comment la mise en réseau de ces espaces protégés forestiers est considérée. Donc sur la mise en réseau des espaces protégés. Par rapport à la mise en réseau, en réalité, la question est importante au plan de la conservation de la biodiversité parce qu'elle fait appel à un des domaines de l'écologie, je dirais pas seulement fondamental mais appliqué, c'est celui de la connectivité des habitats. Pour que la biodiversité puisse être préservée avec le maximum d'efficacité, il faut que les divers habitats plutôt, mais je veux dire distincts géographiquement, dans lesquels existe une espèce donnée qui est considérée comme devant être protégée, soit en communication, c'est la connectivité, pour que les populations de cette espèce ou de ces espèces puissent, comment dirais-je, échanger entre elles. Sinon, s'il y a un isolement d'ensemble de micro-habitats, les populations isolées vont présenter une consanguinité, ce qui va conduire à leur disparition par dégénérescence. Donc, la connectivité entre les habitats analogues, écologiquement analogues, est quelque chose d'essentiel pour assurer la protection de la biodiversité. Et c'est cela, et justement, la conception des Natura 2000 a été au départ motivée par le besoin de reconnecter entre eux des aires protégées déjà existantes ou des espèces menacées, en particulier les espèces dites patrimoniales subsistées, pour augmenter leurs chances de préservation de leur population à l'état souvent relictuel. C'est le but de Natura 2000, reconnecter les aires protégées qui sont généralement des surfaces de propriété de l'État ou de collectivités.